Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette 4e rencontre du Club Énergie de Business Mauritius. Très heureux de vous accueillir après un long moment en format club, puisque la dernière fois nous étions, je crois, le 2 décembre 2019, avant que quelques cataclysmes nous attaquent à l'île Maurice particulièrement, à la fois la crise sanitaire, la crise économique et quelques difficultés économiques aussi. Donc ça me paraissait important de se rassembler aujourd'hui pour pouvoir faire un peu un état des lieux de tout ce qui se passe avec la transition énergétique. Et donc on a avec nous quelques représentants de ces filières, et j'ai l'occasion de les présenter. Ils auront l'occasion de venir juste après durant cette session. On a travaillé ensemble pendant ces dizaines de jours là, pour vous apporter un maximum de substance, de consistance, et aussi d'échanger avec vous, de pouvoir faire un exercice un peu particulier, parce qu'on avait également sollicité dans le cadre de ce club la présence du nouveau ministre de l'Énergie. Donc il nous a répondu qu'il viendrait probablement dans un temps proche. Donc on pourrait organiser à nouveau un petit format de ce club avec le ministre pour à ce moment-là échanger avec nous sur ces différentes filières. Et donc on a transformé légèrement du coup ce format pour dire aujourd'hui les différents enjeux et perspectives qu'on aurait à l'île Maurice par filière. On a aussi la présence en visio de Cyril Carabo, secrétaire général du syndicat des énergies renouvelables en France, et donc qui interviendra aussi avec nous dans une perspective de partage d'expérience, de regard croisé sur la transition énergétique. Et ce que je vous propose, avant de laisser un temps de parole à Cyril Carabo concernant la situation, on va dire, mondiale du secteur de l'énergie et des énergies renouvelables, de passer très rapidement un petit clip qui est un clip de l'Agence internationale de l'énergie qui a fait ce clip pendant la crise Covid, qui nous a juste permis de restituer aujourd'hui, dans le contexte actuel, le secteur de l'énergie. Donc, je laisse à la régie le soin de passer cette petite vidéo. On sent le son, je vais aussi faire un système de son pour vous en agrément. Donc je chante, c'est un peu compliqué. L'idée étant dans cette vidéo de bien démontrer qu'il y a un plan justement un plan durable de relance au travers des énergies renouvelables et qu'il y a eu l'appel, si vous voulez le retrouver, le 13 octobre, c'est la parution du World Economic le 13 octobre est aussi le World Economic Outlook, mais c'est aussi le World Energy Outlook. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Nous, on a décidé, à des autres choses, de vous en faire un petit condensé dans la prochaine newsletter de l'Énergie. Donc, vous retrouverez l'information sur le lien que vous avez ici, ou sinon, donc, dans la newsletter de l'Énergie, on met des infos plus précises sur le World Energy Outlook. On demanderait donc à Cyril Carabo, s'il est bien en connexion avec nous, déjà de dire à Cyril qu'il est bien connecté, et ensuite de nous faire une petite intervention sur l'état énergie renouvelable dans le monde. Cyril était ici même dans cette salle à Business Mauritius en octobre 2017, avec une mission du syndicat français des énergies renouvelables à Maurice. Puis on a co-organisé avec les services de l'ambassade de France à Maurice Ville Durable en juin 2019, aussi il était également là. Et donc aujourd'hui, il a accepté d'intervenir avec nous. Donc très brièvement, c'est un peu le concept, Cyril, mais je suis désolé de réinsister. Et donc nous parler de l'état énergie renouvelable dans le monde. Merci, Cyril, c'est à toi. Bonjour, j'ai juste la visio de la scène, donc je ferai un petit peu en fonction des slides qui vont être projetés. Ok, alors je vais être assez bref. Je suis désolé, il y a un léger écho d'où ma gêne. Je vais passer assez bref sur ce point de vue pour replacer un petit peu le contexte du développement des renouvelables dans le
la slide d'après. Je suis preneur. C'est la première slide, donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais afficher de mon côté, parce que là, la vidéo est tronquée, donc je vais faire en fonction de ma présentation. Voilà. Donc, ce premier état des lieux sur la matrice énergétique dans le monde, même si on parle de développement croissant des énergies renouvelables, on va voir dans les slides qui vont suivre, il en reste pas moins qu'on a, et je pense que ça peut être aussi retranscrit localement au niveau de Maurice, on a une matrice énergétique mondiale globalement encore très fossile, très carbonée, avec certes une croissance de renouvelable aussi bien sur toutes les énergies confondues que sur la production d'électricité. Mais le chemin, en tout cas, est encore long, et c'est notamment le résultat des études à l'IE et IRENA, le chemin est encore long vers un monde entièrement renouvelable. L'actualité, on verra, nous aide, le contexte, les coûts, les engagements climatiques, mais dans les faits, vous avez des chiffres qui sont assez parlants, c'est des chiffres récents, hein, c'est issu du rapport annuel de REN 21 de cette année. On reste quand même ultra dépendant de ces ressources-ci. Slide suivant. La croissance de ces renouvelables est notamment poussée par des réductions drastiques de coûts. On ne va pas se cacher, l'appétence des différents gouvernements vers le renouvelable ne tient pas forcément uniquement à un engagement climatique ou à une volonté de participer aux efforts internationaux de réduction de gaz à effet de serre, mais bien à une volonté d'indépendance énergétique. On l'a vu dans les récents conflits Russie-Ukraine sur le gaz, les tensions qu'il y a eu au moment de la révolution égyptienne, des coupures importantes de fourniture de gaz à la Jordanie. Il y a une nécessité d'être indépendant au niveau de cet axe stratégique qui est la production d'électricité et d'énergie. Mais également une volonté de révéler un peu moins le budget de l'État quand on est basé sur des ressources importées et donc de compétitivité des différentes filières. Vous avez ce graphique qui est issu d'un rapport de Milana avec cette baisse des coûts dans la plupart des filières, baisse des coûts plus ou moins importante en fonction des filières, du déploiement de celle-ci et donc des rendements d'échelle, mais on a bien cette décroissance structurelle maintenant depuis quelques années qui rend les énergies renouvelables de plus en plus compétitives. Également, quand vous les adossez avec du stockage, puisque on constate, on compare les cours, que la baisse des coûts sur le stockage suit la courbe du PV d'il y a une dizaine d'années, par exemple. L'un entraîne l'autre ou l'autre entraîne l'un, des flux d'investissement avec, vous voyez, en dents de scie, l'autre qui suivent un trend assez important. On est au-dessus des 250 milliards de dollars depuis 5-6 ans. Et avec les investissements qui, notamment si on prend le chiffre de l'année dernière, dépassent les nouveaux investissements dans des sources non renouvelables cumulées. On prend l'exemple du
du solaire photovoltaïque, par exemple. Les investissements qui ont été constatés en 2018 surpassent l'intégralité, uniquement solaire, l'intégralité des investissements cumulés dans d'autres sources non renouvelables. Quel est l'autre driver important, mais intimement lié? C'est la suivante. La plupart des programmes, des décisions d'investissement, des évolutions du cadre réglementaire à faire sont issues d'une volonté politique forte. C'est un petit peu l'élément déclencheur. Là, on appelle le facteur clé, mais on a constaté en étudiant les trends de développement du renouvelable dans différents pays qu'il est assez rare de voir une croissance autoporteuse si derrière on n'a pas une volonté politique et donc un ajustement des incentives du cadre réglementaire sans aller chercher sur forcément des politiques de soutien, puisque dans certains pays on a déjà cette compétitivité, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les deniers publics pour pouvoir soutenir ces filières. On a quand même besoin d'ajustements au niveau du cadre réglementaire, des appels d'offres réguliers, du de-risking pour les projets afin d'attirer les investisseurs privés. Donc il y a besoin derrière que le gouvernement soit conscient de l'intérêt de développer le renouvelable et d'effectuer une transition énergétique d'une matrice fossile ou autre, d'une matrice non durable vers le secteur des renouvelables. Je vais juste, avant de m'arrêter pour ne pas manger le micro, faire un focus sur quelques filières. Sur le solaire PV, c'est la slide d'après. Ces slides sont disponibles, je les ai envoyés à Michael, donc il pourra vous les transmettre par la suite. Sur le solaire PV, notamment, vous avez cette croissance exponentielle avec rien qu'à l'année dernière 120 gigawatts additionnels qui ont été installés dans le monde et qui engendre cette baisse des coûts dont j'ai parlé et qui auto-alimente, puisque qui dit baisse des coûts et encore mondiaux affichés pratiquement tous les 3-4 mois, vous avez un intérêt pour les gouvernements de développer ce type d'énergie en substitution d'énergie fossile. Alors, Cyril, ça va être suivant. Oui, je suppose que oui. On avait volontairement coupé ces slides. Je ne les vois pas, nous, on ne les voit pas forcément à l'écran. Et c'était juste dans le but de pouvoir repasser sur les filières. Je comprends. Bah, écoute, nous, on a un petit peu parce que c'est vraiment la question sur laquelle vous voyez que nous avons des informations, mais c'est sur la partie. Dans le monde, qu'est-ce qu'on peut avoir comme vision sur les énergies renouvelables? Donc, merci beaucoup pour cette première partie de la réponse. On revient juste après avec toi en visio. Ce qu'on avait voulu aussi démontrer avec nous aujourd'hui, c'est autant il y a toute cette trajectoire et cette conjoncture qu'il y a au niveau mondial rappelée par Cyril aujourd'hui. Rappeler aussi l'enjeu du coût qui est bien à la baisse sur les différentes filières et l'enjeu de la politique nationale avec interaction avec les autorités publiques. Et à partir de là, c'est de se dire, nous en tant qu'entrepreneurs de la transition énergétique, comment on se positionne, surtout avec les choses, comment on interagit avec les autorités publiques. Et on a décidé, il y a presque un an maintenant, de convertir l'ensemble de nos engagements dans un pacte environnemental et social qu'on a baptisé en créole, ici même, on a un peu décidé ensemble avec un réseau de sustainability managers qui était avec nous dans cette salle octobre et décembre l'année dernière. Donc, on a vraiment voulu positionner un pacte sur la scène mauricienne, d'une part parce que les entreprises sont déjà engagées, font déjà du reporting sur la scène internationale, et c'est visible que vous soyez, je dis n'importe quoi, Global Compact, GRI, etc.
logiciels dans lesquels vous pourrez faire du reporting environnemental. Mais là, on voulait vraiment avoir quelque chose sur le plan local. Donc, on a lancé cette dynamique, si on peut avoir les slides d'écran, donc avec ce que vous avez aussi sur le banner, je crois que c'est juste un flash et le RENA, donc le signe ATIR, avec une dimension de transition énergétique. Il y a 5 piliers dans le signe ATIR. Je pense que vous comprenez un peu le sens pour nous de devoir utiliser ça en créole, ensuite de pouvoir dire d'être à l'écoute des signes de la nature et d'avoir votre signe ATIR en bas de la page pour démontrer un engagement. Il y a 2 jours, on a fait un événement sur la dimension inclusive de signe ATIR. Si vous voulez retrouver ça, ça sera bien disponible sur la chaîne YouTube de Business Mauritius. Aujourd'hui, on est vraiment sur la dimension énergie, transition énergétique. Et donc, si on peut avoir très rapidement le site web à l'écran qui vous démontre comment accéder à ces informations et comment accéder aux guidelines. C'est un site web qu'on a mis en place il y a à peu près un mois, qui est déjà public, avec l'ensemble des informations des guidelines. L'idée étant de pouvoir se faire dans la transition énergétique sur quoi on s'engage. Donc, cette phrase, que si ça vous intéresse en tant qu'entrepreneur de reprendre et de signer, c'est We commit to shift to the carbon economy. On s'engage à atteindre cet objectif d'économie à carbone, à mettre en place donc, une société plus résiliente et plus adaptive. Et donc, je ne sais pas, je pense que ça arrivera, mais je continue le site www.signatier.lu, signatier.lu, vous arrivez sur cette page web, donc justement, où, un petit peu plus bas, vous aurez les 5 guidelines, donc les 5 commitments, et si vous allez dans Energy Transition, vous retrouverez sur quoi on veut nous s'engager un peu plus, donc un engagement sur l'eau renouvelable, plus renouvelable, un engagement sur la dimension de l'efficacité énergétique, on en parlera également. Il y a un autre engagement sur c'est tout en bas de cette slide, sur la mobilité électrique, on en parlera également. Un engagement sur le work from home, on s'est dit que c'était un peu la tendance du moment, que ça avait un impact sur aussi les émissions CO2, donc on l'a mis ici. Un engagement sur les bâtiments avec moins de consommation, moins d'énergie positive, bâtiments basse consommation, et un autre engagement un peu plus ambitieux sur la séquestration carbone. Donc là, vous avez sur la transition énergétique des 6 actions avec quelques indicateurs. Je vous montrerai ceci par le je n'ai pas les détails ici. Mais 6 actions sur lesquelles on veut avoir un engagement des entreprises pour ensuite évidemment avoir de la compilation de données et pour interagir avec les autorités publiques sur ces actions-là. Donc, nous, on a cette plateforme qui est en ligne et que les entreprises intéressées peuvent effectivement s'adresser à nous. Vision globale, mais aussi une vision vraiment sur le local avec les 6 actions et les indicateurs suivis. Il y a des indicateurs un peu simples. On a prévu aussi, c'est vrai que le but est de pouvoir associer tous les membres de Business Mauritius, de la PME à la corporate. Et donc, quand on parle de séquestration carbone, évidemment, on va avoir quelques entreprises qui fonctionnent, on ne va pas avoir tout le monde. Mais si on peut parler d'efficacité énergétique, évidemment, je pense qu'il y a des extrêmement transversales pour l'ensemble des entreprises. Voilà pour cette présentation qui est très courte là-dessus, mais l'information est disponible, comme je vous dis, sur le site web signatier.lu. Et on attend d'interagir avec vous sur ces engagements. Et je termine juste par, avant de laisser la parole à mes camarades ici présents, sur l'objectif local, parce que je vais rappeler les éléments internationaux, mais l'objectif local il est acté en août l'année dernière par le ministère de l'Énergie, c'est le mois d'août, ils ont publié le Renewable Energy Roadmap 2030. Et tous les chiffres, si vous voulez, il y en a un qui m'intéresse, c'est de pouvoir atteindre 40% de renewable energy en 2030. Et ils ont détaillé, comme vous voyez ici, les différentes filières qui pourraient aider à contribuer à ce roadmap. Une clarification, on va dire, des pourcentages à atteindre en 2030, donc 40%. Ça a été repris dans le Finance Act 2020, donc c'est vraiment quelque chose qui est au-delà d'un roadmap publié par le ministère, c'est bien dans notre programmation au sens légal. Et donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est pouvoir échanger avec différents panélistes ici présents pour faire un état des lieux sur enjeux et perspectives. En gros, je dirais, le ministre est avec nous, mais si vous avez un message à passer,
ce serait quoi? Et notamment si je commençais par la filière biomasse avec Jean-Michel, qui est dominicaine. Attends. Oui, On a dit que c'était très court. Très court, oui. Oui, bon, moi le message à passer, c'est que la filière canne à sucre s'effondre. Avec elle, la bagasse, qui est la première source d'énergie renouvelable à Maurice, et que nous avons le devoir de décarboner. Une des solutions, c'est la biomasse. Comment? La biomasse permet donc de se substituer en partie aux énergies carbone telles que le charbon, telles que le fuel oil. Et par ailleurs, ces biomasses, exemple la paille de la canne à sucre par exemple, permet de donner une rémunération supplémentaire aux planteurs et de ce fait de soutenir la filière canne. La biomasse, elle offre plein d'autres intérêts. C'est le premier pourvoyeur d'emploi. À titre d'exemple, pour la paille, puisque j'avais développé la paille hétérogène, 10 gigawattheures, ça représente 15 personnes, 15 employés pour fournir 10 gigawattheures. Donc il y a un potentiel de 100 gigawattheures, vous pouvez faire le chiffre. Et ça, je parle de la paille, mais c'est vrai pour toute autre forme de biomasse. Donc ça crée beaucoup d'emplois. Et c'est quand même l'humain est quand même le centre de l'importance. Juste pour la perspective, on a un peu plus de 800 ou de 900 gigawattheures de consommation électrique. Voilà, tout à fait. Bon, en dehors de cela, bien sûr, on parle de décarboner, donc c'est l'environnement. C'est l'environnement, avoir un air plus pur, et puis aussi sauvegarder les paysages. Sauvegarder les paysages pour nous, déjà, sauvegarder la canne, planter des arbres énergie bois, là où on a des espaces abandonnés, éviter justement qu'on se retrouve avec des lotissements un petit peu partout et qu'on morcelle le pays. Et que le pays reste touristique pour l'après-Covid, n'est-ce pas? Ça, c'est un autre avantage aussi. On a vu aussi, on parle de Covid, on a vu que justement, on parlait le monsieur tout à l'heure parlait de l'indépendance énergétique. Bon, c'est peut-être un rêve pour Maurice, mais enfin, plus on sera autonome, plus on développera les énergies pays, moins on sera dépendant d'importations coûteuses en devises et qui aussi peuvent être dangereuses. Pendant le Covid, on est passé à 2 doigts du hors-jeu. Il y a eu un lockdown en Afrique du Sud, on a failli manquer de charbon. Bon, on a eu très peur à Maurice d'avoir faim, parce qu'en fait, les supermarchés étaient fermés, etc. Mais on aurait pu aussi manquer d'énergie. Je pense que juste après la nourriture et l'eau, l'énergie, c'est ce qui est le plus important. Donc, voilà, il faut pas négliger tout ça. Bon, en plus, la biomasse, c'est une énergie qui n'est pas alternative, qui est disponible en permanence, donc c'est important pour cela aussi. Voilà, j'aurais tellement de choses à dire, mais on a, comme disait Michael, peu de temps, et je vais passer la parole à mon ami Grégory, qui a monté un biomass framework, où on a développé justement tout un panel de solutions qui pourraient nous aider à développer cette énergie biomasse. Voilà. Merci. On fait juste un échange entre Jean-Michel avait vraiment voulu intervenir sur cette partie d'introduction. Il a mentionné ce biomass framework comme un biomass working group au niveau de business Mauritius, qui a permis donc d'avoir Michael, donc Grégory Valteo, qui a aussi allé un tout petit peu plus loin dans la démarche de nous parler de cette filière biomasse. Oui, bonjour tout le monde. Alors, avec la baisse du tonnage de canne depuis quelques années déjà, tous les stakeholders de l'industrie se sont intéressés un peu à la biomasse. Bon, comme Jean-Michel disait, lui, il a démarré le côté paille en 2015 à Terravian, à Théo a suivi 2 ans après. Et puis, en même temps, il y a un peu Vallon aussi qui s'est lancé dans la plantation d'eucalyptus sur des terres marginales où on ne peut plus faire de la canne. Et il y a d'autres études qui sont actuellement en cours sur des variétés de bambou et des variétés d'eucalyptus ingotés. Alors, et puis il y a depuis 3 ou 4 ans, il y a un momentum qui se passe dans le côté biomasse. En 2017, dans le contexte d'atteindre 35% d'énergie renouvelable, en 2025, il y a un partenariat qui est signé entre l'ANEPO, l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à La Réunion, et l'AFD. Donc il y a 2 ateliers de travail qui sont tenus en novembre
2018, année de la Réunion, et puis en novembre 2019, ici à l'île Maurice. Et de là, il y a une première étude qui est faite par la MSCRI et la CIRAD, financée par l'AFD, pour avoir étudié le potentiel de biomasse locale. Et puis, en 2019, l'AMECO, toujours soutenu par l'AFD, C'est juste un ministère de l'énergie, c'est un petit public. oui, les processus de l'énergie. Donc en 2019, il y a une deuxième étude qui est faite par un Nodalis, qui a été nommé par l'AMECO, toujours sur la bioélectricité, mais pour amener un peu plus d'outils que la première étude, notamment les rémunérations pour les titres de biomasse. Donc cette étude est presque finalisée. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, on aura quelque chose de concret. Et puis, en juin 2019, dans le budget speech du gouvernement, il y a eu l'annonce du National Biomass Framework. Et quelques mois plus tard, l'AMECO a lancé son Renewable Energy Roadmap, qui montre 35% d'énergie renouvelable en 2025 et 40% d'énergie renouvelable en 2030. Alors, toujours en 2019, le gouvernement demande à la World Bank de faire une étude sur l'industrie carnière. Et ça, et un gros volet de cette étude, c'est notamment la valorisation de la bagasse comme combustible vert. Donc, avec l'annonce du Biomass Framework dans le budget juin 2019, comme Jean-Michel a annoncé, on est un petit groupe de secteur privé comprenant des représentants d'ADP, de sucriers et quelques agronomes qui ont bossé un peu pendant quelques mois pour essayer de voir ce qui pouvait être développé comme biomasse à Maurice. Et au final, cette étude-là est assez proche du travail que Nodalis a fait. Bon, le travail de Nodalis, l'étude n'est pas finalisée, mais on a eu des consultations, des discussions. Donc si on montre un peu le slide qui montre un peu la comparaison entre le roadmap de l'AMECO, le groupe de travail que j'ai appelé le travail de Mauritius, et les consultations qu'on a pu avoir avec Nodalis. Donc pour le côté de biomasse, donc on voit en 2019, c'est la réalité, donc 314 gigawatts à la bagasse et 9 gigawatts environ à la paille. Donc dans ce groupe biomasse, ce qu'on a discuté un peu, donc il y a le côté bagasse qui vient de la canne traditionnelle, on va dire, et ça, il y a une variété que j'appelle les cannes mix, qui est une canne qui a autant de sucre mais un peu plus de fibres. Donc il y a un intérêt pour cette canne mix, même s'il n'y a pas vraiment un grand choix de variétés de canne mix aujourd'hui. Et il y a la Energy Gain, qui est une canne purement énergétique qui n'a même pas de sucre. Donc on voit clairement sur ce tableau, il y a quand même une différence entre ce qu'espère l'AMECO et ce que nous on voit par rapport à la bagasse. On a 464 GWh d'un côté et 368 de l'autre. C'est quand même 20% de moins, 100 GWh de moins. Et ce que ça me fait réaliser, on sait que le ministère aussi ne voit que une mise sur la bagasse et sur l'appareil de canne, mais on ne voit pas d'autres biomasses. Et c'est là que nous on vient dire, attention, on ne va pas arriver aux chiffres voulus avec la bagasse. Clairement, on est dans une pente descendante, même si avec la rémunération biomasse attendue pour la bagasse, on espère voir les marchés stabilisés. Donc, il faut à tout prix développer d'autres filières comme le calyptus, le bois, et dans les divers, on voit pas mal de potentiel dans les forêts existantes. Ça, si on prend tout ça, là, on pourrait arriver au total de 1510 gigawatts espérés. À propos de quoi, en pourcentage de mix électrique, ça serait aujourd'hui, 15-16, bonne question. Je crois. Plus que dans de 20%, si tu fais bien, parce que là. Ouais, c'est environ. On prévoit en grosso modo je ne sais pas si vous retrouverez beaucoup plus de graphiques, n'hésitez pas à me demander dans le rapport d'observatoire de l'énergie. C'est quelque
quelque chose que j'ai un petit clin d'œil dans Canada qui est juste là, le chairman de l'IMO, Energy Efficiency Management Office. L'IMO publie un rapport de l'Observatoire de l'énergie à Maurice, 2 ans, le dernier date de 2018. Il y a beaucoup plus d'informations. Mais aujourd'hui, je pense pouvoir dire à peu près de mémoire qu'on est dans la génération bagasse, pour la 3 DEC, on doit être autour de ces 14-15%. Et autant, avec ces chiffres, à se dire qu'on devrait facilement être, si on se donne les moyens d'être à 1%, pour vraiment avoir une bonne base bagasse déjà. Après, on verrait les différents types de masse ici, mais c'est à peu près la là et vous retrouvez ça. Sachant que dans la projection de la demande, qui est aussi équilibré ça par rapport à la demande, les autorités publiques gardent et maintiennent une croissance de la demande de 2 à 3% par an. Il y a très peu de stratégies de réduction de la demande, je pense qu'on peut le dire, Maurice. Et donc, c'est aussi chose qu'on en parlera juste après. Mais donc, si on installe en perspective les parts gigawattheures de biomasse, la demande en 2025-2030 elle est prévue autour de 3000 gigawattheures, 3500 gigawattheures. On est à 2800, 3500. Ouais, donc pour finir, on mise beaucoup sur ce biomasse renewable. C'est un cadre qui viendrait rémunérer les différents types de biomasse correctement. Parce qu'il est clair qu'avec la bagasse et la paille uniquement, on n'arrivera pas aux objectifs. Du reste, comme je le disais, on fait environ une dizaine de gigawattheures à paille en terrain et ça ne montera pas beaucoup plus puisque la rémunération est prohibitive. Pareillement, du côté de Beauvallon, qui a planté jusqu'ici 150 hectares d'eucalyptus, il n'y a plus de. La plantation s'est arrêtée puisque vu qu'il n'y a pas de rémunération pour brûler l'eucalyptus dans les chaudières, personne ne brûle l'eucalyptus, donc ça s'arrête là. Donc, c'est impératif que ce biomasse renewable arrive très rapidement. Et de 1 pour atteindre les objectifs énergétiques et de 2 pour avoir une industrie carnière soutenable. C'est comme Jean-Michel l'a dit, l'île Maurice 115, c'est quand même une catastrophe sur plusieurs niveaux. Voilà, merci. Ainsi, Léonie, on peut quand même juste applaudir biomasse, santé bagasse. Je pense que le constat est assez orienté dans le sens meilleure rémunération, mise en place d'un biomasse framework. Moi, je me souviens pour avoir participé à ce que vous avez vu dans le tableau qui s'appelle Nodalis Consolidation, pour avoir participé à cette situation. Nodalis en fait recruté dans le cadre de l'étude bioélectricité nationale financée par l'État pour le compte du ministère de l'Énergie. Il y avait une phrase qui avait dit au mois de juin durant le workshop, c'est si il n'y a pas une bonne rémunération de la bagasse, c'est l'effondrement, il avait dit, je crois qu'il était en anglais, le collapse, donc l'effondrement total de la bioélectricité à Maurice. Rémunération de la bagasse, si on n'a pas ça, on a l'effondrement de la bioélectricité à Maurice, en disant qu'à moyen et long terme, il faudra attendre beaucoup de temps avant qu'il y ait réinvestissement majeur dans la production d'énergie à la biomasse. Et après, j'avais un peu titillé, j'ai posé une question, je lui ai dit, est-ce que ça va plus loin que juste l'effondrement de la bioélectricité? Et il a répondu, en fait, ça va jusqu'à l'effondrement de la stratégie d'énergie renouvelable 2040. Voilà. Ça, c'est juste pour vous démontrer l'interconnexion, rémunération bagasse, effondrement de la bioélectricité, effondrement des 40% en 2030, ce qui permet d'interagir avec nos amis. Et on va commencer par l'éolien, l'énergie renouvelable variable, jusqu'à présent. Donc comment je pourrais nous dire, Olivier, sur enjeux et perspectives, effectivement, s'il y aurait un message à passer, que moi je dirais dans une note au ministère, quel est ce message? Merci Michael, bonjour à tous. Pour l'opportunité qui nous est donnée de vous parler de notre filière, l'éolien. On l'a vu quelque peu dans les slides qu'a présenté Thierry, l'éolien commence à prendre une part prépondérante dans le mix énergétique. Et il a un rôle important à jouer à Maurice. Pour commencer, si je peux passer à la prochaine slide, j'ai mis quelques mots, parce que les mots des fois parlent plus que les chiffres. J'ai cité des gens un peu connus quand même sur cette planète, l'AFC, il y a la Banque mondiale, IAE, on en a déjà parlé, et puis bon, l'exemple britannique,
Boris Johnson. C'est une île. Il a quand même été capable de dire il y a très peu de temps que l'offshore éolien alimenterait l'ensemble des foyers d'Angleterre. Donc, comme vous le voyez, l'éolien répond à une problématique de transition énergétique partout, dans diverses géographies. L'Afrique peut trouver une grande partie de son approvisionnement aussi dans l'éolien, côté d'autres énergies, bien sûr. On est tout à fait convaincu qu'il y a un mix à construire autour, bien sûr, des autres énergies vertes, dont la biomasse, le solaire, l'éolien, toujours peut-être d'autres énergies qui ne sont pas encore matures. Le deuxième slide, c'est pour vous projeter un peu, c'est le contexte mauricien. Et alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui déjà? On a fait des choses. On a construit le parc de des Roches, vous connaissez certainement les villages du pays. On a 9 MW qui sont installés. Et malheureusement, le pays en est un peu resté là aujourd'hui. Il aurait pu y avoir une autre ferme qui va voir le jour depuis de nombreuses années déjà à Sophie, avec près de 30 MW. Pour diverses raisons, je ne m'étalerai pas aujourd'hui, ce parc ne s'est pas fait, ce sera très probablement jamais. Mais ce que je voulais vous montrer par ces images, j'ai quand même quelques chiffres, c'est qu'on jouit à Maurice d'un potentiel très important. L'éolien se décline pour moi dans deux filières, et notamment ici à Maurice, l'éolien offshore, donc avec des éoliennes classiques, posées à terre, comme à Plaine des Roches. On étudie le secteur depuis plus de 10 ans, ça fait 12 ans qu'on est présent à Maurice, et le potentiel est important. On peut très facilement, je dis 150 MW, si on veut aller beaucoup plus loin, on pourrait, mais je considérais qu'à ce stade, 150 MW c'est déjà un chiffre ambitieux, mais tout à fait réaliste, surtout égard aux très grandes économies qui ont été faites dans le coût de cette énergie depuis de nombreuses années, et qui fait aujourd'hui d'elle une des énergies les plus compétitives. J'ai voulu aussi ouvrir une parenthèse parce qu'on ne peut pas ne pas en parler, même si ce n'est pas prêt aujourd'hui, c'est l'offshore. L'offshore, nous, dans notre groupe, on est multi-énergie, mais on est très tourné vers les énergies marines. Et on a mis, c'est une image de synthèse de ce qui existera chez nous dans 2 ans à peu près. C'est un premier parc éolien offshore flottant en Méditerranée. Ce sera une trentaine de mégawatts. C'est un projet qui n'est pas encore totalement à taille industrielle parce qu'on a des coûts qui ne sont pas amortis suffisamment pour qu'on fait que 30 mégawatts. Les parcs de grande envergure, comme on disait, c'est plutôt des centaines de mégawatts. C'est là que les grandes économies d'échelle se trouveront. Mais la technologie est là. Il y a encore des validations à faire, mais ça ouvre des perspectives extrêmement importantes. Et Maurice a un énorme potentiel de par son espace marin et l'excellent gisement éolien qui existe ici, à terre, dans certains sites bien choisis, bien sûr. Dans l'éolien, il faut extrêmement bien choisir ces sites, un peu à la différence du solaire, faire des études un peu plus poussées. C'est un petit peu plus ardu, mais néanmoins, aujourd'hui, on a une très bonne idée des projets, on développe plusieurs projets. Et en offshore, c'est encore un peu plus compliqué, un peu plus cher, mais on ne peut pas ne pas en parler. Donc ça rentrera dans la feuille de route dans laquelle on croit fortement pour les Maurice. On peut passer au dernier slide. Donc, puisqu'on nous donne aujourd'hui la parole, et merci encore pour ça, c'est de passer les messages, on va essayer de vous donner l'horizon court terme, moyen terme et long terme, selon nous. Le court terme, j'ai noté qu'il y aurait un climate change bill qui serait présenté au Parlement très prochainement. Donc c'est, je pense, un des actes fondateurs de la transition énergétique à Maurice. On espère beaucoup aussi y voir des objectifs clairs sur les réductions d'émissions de CO2. Or, ces réductions d'émissions de CO2, elles seront principalement, si on veut les faire de façon massive, soit dans la production d'énergie, soit dans le transport. Ce sont quand même les 2 postes les plus lourds dans les émissions de CO2 de Maurice. Espérons qu'on pourra s'appuyer sur ce climate change bill pour confirmer et pousser les objectifs des énergies renouvelables un peu plus loin. Le deuxième chiffre, Jérémy, c'est relancer les tenders. Ce tender, pour la ferme de Plaine Sophie, aujourd'hui on peut considérer mort et enterré. On a pris du retard par rapport à la feuille de route. Selon nous, il est important, urgent, de donner une dynamique au secteur et de relancer un tender. J'ai mis 60 MW parce que ça me paraît être aujourd'hui la bonne taille pour rattraper le retard accumulé.
et aussi avoir des projets dont les coûts permettront d'être vraiment très compétitifs, ce qui est quand même le nerf de la guerre. Donc nous espérons bien sûr que nous pourrons avoir un tender éolien au début de l'année 2021. Bien évidemment, il y a une roadmap, on l'a déjà vu, dit, cette roadmap elle a été faite pour bien un certain temps, et le monde déjà a changé radicalement, et on pense qu'il faut la revoir assez rapidement. Et on s'est permis aujourd'hui, en toute humilité, de mettre quelques chiffres pour se projeter dans un avenir 20 ans, et qui nous paraissent tout à fait réalistes. Comme vous le voyez sur l'onshore, on considère que si on rattrape le retard avec 60 MW de plus, on sera donc à 70 MW en 2023. Et après, il faudrait, pour maintenir une dynamique, continuer à intéresser bien sûr aussi les fabricants au marché mauricien, développer une filière avec des compétences, c'est faire à peu près 30 MW tous les 3 ans. Pour arriver progressivement à un plateau, on verra si c'est possible, vers 2040 avec 200 MW. L'offshore, je l'ai aussi déjà dit à pas mal de monde, en flottant, parce que l'offshore posé à Maurice, on ne pourra pas, c'est trop profond, la mer. Il ne faudra certainement pas attendre à moins de 15 ans avant d'avoir une réalisation à Maurice, pour que justement ces grands parcs en Europe, au Japon, voient le jour et que ces économies d'échelle puissent bénéficier au marché mauricien. Et je me suis permis aussi une petite digression, parce que quand on parle de transition énergétique, il y a des nouveaux médias d'énergie, et vous l'avez peut-être entendu, l'Europe s'est engagée dans un grand plan pour développer massivement l'hydrogène, qui est un moyen de se substituer à certains combustibles, si bien sûr cet hydrogène est produit à partir d'énergie renouvelable exclusivement. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène vert. Aujourd'hui, l'hydrogène est surtout obtenu à partir du craquage de produits pétroliers, mais absolument pas vert. C'est surtout un produit utilisé par l'industrie. Nous, demain, on est convaincus, on a une filière d'hydrogène dans notre groupe, c'est qu'il va falloir produire massivement de l'hydrogène pour décarboner notamment le transport routier. Il existe déjà des véhicules qui sont très chers, mais ils existent, mais aussi le transport aérien. Là aussi, Airbus, vous l'avez certainement entendu, a dit qu'il allait travailler très dur pour développer un avion à l'hydrogène. Le secteur aérien a subi une crise sans précédent ces derniers mois et a compris que sa survie dépendait de sa capacité à décarboner. Donc on est convaincu que même à Maurice, si on veut continuer à avoir des touristes, il faudra qu'il y ait des avions qui puissent atterrir, refaire le plein, il faudra développer une production locale d'hydrogène. Et on peut la faire notamment avec le développement massif des énergies renouvelables, du solaire en grande puissance, de l'éolien, de la biomasse aussi, mais l'éolien offshore est naturellement né pour générer ces grands besoins d'hydrogène dont le pays aura certainement besoin pour arriver un jour à terme à 100% d'énergie renouvelable et avoir décarboné son économie. Alors peut-être en 2050, j'ai lancé une date, on peut tous faire des projections plus ou moins optimistes, mais personnellement je peux y croire. En tout cas, beaucoup de pays commencent à prendre des engagements vers le net zero emission. Donc si cette idée peut être prise au vol par le ministre et les autorités, et on est tout à fait disposé à essayer d'apporter notre expérience et notre savoir-faire pour démontrer que c'est tout à fait faisable. Voilà. Merci Olivier, merci aussi pour l'état des lieux de votre mot retard et sur la digression que j'ai voulu stopper et que j'ai pas pu. Et j'espère qu'on en reparlera quand on parlera tout à l'heure de transport. Justement, en transport, ça me rappelle que vous nous avez indiqué, on partagé que si Charles serait avec nous tout à l'heure, ça serait avec nous, mais il ne pouvait pas venir jusqu'à là, il a dit un empêchement personnel, il s'excuse, mais aussi au niveau du transport, et si Charles est au niveau du conseil d'administration du business Mauritius, le référent de ce qui se passe dans la transition énergétique. Donc, si tu es ici, on montre effectivement le conseil d'administration à travers notre référent Charles ici au transport, de même pour Patricia Bisson de la PDG Total qui était annoncée mais qui a été retenue par d'autres obligations. Du coup, quand j'ai dit rapide, je me suis autorisé de répartir le temps qu'il y avait pour les autres, mais quand même, il faut garder un peu de temps pour parler de solaire, qui est très très important, solaire photovoltaïque. On vous a sélectionné parce que vous avez été longtemps avec nous dans les clubs énergie pour parler de ces filières, donc ça me semble légitime que vous étiez là numéro 1, 2, 3
et donc pour le cadre de entendre vous. Et aussi Prakash pour la partie solaire énergie, Prakash Sharma de Guy Énergie, puisque Prakash est représentant aussi sur le conseil d'administration de l'association des manufacturiers maritime, de ce comité solaire à la EM. Prakash, à toi. Bonjour à mes amis solaristes qui sont dans la salle, je vous salue et je te remercie de nous avoir invités. Bon, nous. Justement, si vous avez même qui au bon moment. Voilà. Donc, salut et pour vous dire que les solaristes, nous, comme on est communément appelé, on existe depuis 2012, depuis qu'il a commencé à faire du photovoltaïque à Maurice. Et on est les pionniers, les collaborateurs attitrés de la CED, qui était l'institution qui donnait les projets. Et entre nous, on a quand même complété entre 7 à 10 MW de projets. À l'époque où le prix au kilowatt était de 350 roupies. Aujourd'hui, c'est arrivé à 40 roupies. Mais si vous voyez le volume, le flux de projets qu'on a, ça a drastiquement baissé. Mais c'est un peu dommage, l'engouement est là. À chaque fois qu'il y a des demandes, des appels à projets, et il y a beaucoup, le quantum de demandes et le tout de ce qui est attribué. Mais nous pensons que le solaire photovoltaïque a fait ses preuves. Quand même, les pionniers se sont auto-formés à travers prestataires de services ou le livreur de solutions. On a fait plein de choses, on a des solutions durables, on fait l'entretien de service vis-à-vis de nos clients et on a faim, on a besoin de projets et pour nous, aujourd'hui, nous pensons que c'est très important de réfléchir, surtout dans cette journée mondiale de l'énergie. Pensez-y, je ne suis pas pour faire de malheur, si le Covid-19 aurait perduré plusieurs mois ou presque une année, comment aurions-nous fait pour tourner nos usines, nos hôpitaux, nos industries et garder toutes nos activités en marche? Donc, pour nous, on a fait le preuve, on est là, on est en train de servir les autorités, la CED. On a fait des installations et collecteurs au réseau, ce slide a dit tout. Pour nous, nous pensons que l'énergie est locale, le solaire est gratuit. Pourquoi ne pas en profiter? À faire plusieurs types de projets sur les toitures, sur les bâtis, sur les parkings et la mobilité, comme tu as si bien dit. Nous, on est là, on est prêts à collaborer. Il suffit qu'on nous donne notre chance. On a fait le preuve, mes collaborateurs dans la salle, eux aussi. Et ils attendent qu'est-ce que les autorités, comme si nous, pionniers, qui a démarché, qui a commencé depuis 2012, quel est le retour pour nous? On ne vient pas nous dire qu'aujourd'hui, non, ce sera d'entités qui feront des projets. Donc, nous avons fait des preuves. On a fait des projets qui sont durables. Donc, nous avons fait. Il nous faut des projets pour pouvoir continuer à faire tourner nos entreprises. Et c'est très important, et surtout que tout projet qui a été fait, je ne connais pas beaucoup de clients qui viennent dire que ça ne marche pas, l'énergie solaire, ça c'est profitable dans la durée. Aujourd'hui, à 40 000 roupies ou moins sur le volume, c'est beaucoup plus profitable encore. Les banques, on la poursuit. Il y a plusieurs types de financement qui sont là. Il suffit qu'on nous donne les opportunités. Donc, si tu me demandes l'avenir, pour nous, l'avenir en dépendra beaucoup de ce que les autorités en pensent. Et nous sommes prêts à nous engager. Et on l'a fait, on le fera, et on est prêt à faire encore plusieurs années ensemble. L'énergie, c'est comme effectivement, on a baptisé comité solariste au niveau de l'AMM. Je comprends. Tu as bien dit, c'est la journée mondiale de l'énergie, vous dites, on a faim. Est-ce qu'il y a au-delà de l'avenir où ils sont totalement tributaires
pour décider le gouvernement. Sur cette filière locale, on entend souvent formation, création d'emplois, etc. Est-ce qu'il n'y a pas justement un danger de se dire que ces emplois non délocalisables en local, justement, sont en danger Oui, si tu veux. Pardon, parce qu'on n'a pas assez de ce qu'on appelle le SSDG, le Small Scale Distributed Generation, ou le SSDG, le Medium Scale, le résidentiel, pour le tertiaire et industriel. Donc, il n'y a plus de. Allez, je ne sais pas si on a des dates en tête, mais 18 mois, peut-être. Oui, parce que 18 mois maintenant, on a fait IOI, pas de permis, ou si ça soit à contre-goutte. Et comment un client même, s'il commence à faire un projet 18 mois de cela, quand il aura son permis, s'il a eu son financement, s'il a toujours son financement, comment est-ce qu'il implémente? Et puis l'engouement, parce que tu ne demandes pas aujourd'hui, en 2020, un projet qui traîne pendant plusieurs mois. Il faut que, au maximum, 3 mois, un projet est implémenté. Et nous, je crois, tous les solaristes, aujourd'hui, nous arrivons à garder un petit stock aussi pour voir s'il y avait le client. Mais c'est qu'on n'a pas de visibilité, on ne veut pas, même quand tu parles des emplois, nous-mêmes on a auto-formé nos ingénieurs, nos techniciens. À l'époque, nous représentions à peu près 200 plus de personnes. Aujourd'hui, nous sommes réduits à 100, et ça continue même, mais à quoi ça sert aujourd'hui quand ça va deux entités qui viennent commencer à repromouvoir l'énergie solaire, pour refaire la conscientisation, pour refaire la formation? C'est qu'il va y avoir le filière. L'important, c'est qu'il faut garder les gens qui sont là, les gens qui sont en train de servir la filière, les gens, l'industrie. Il faut les garder et maintenir l'emploi de tout un chacun. Et donc, sinon, tout le monde optera sur la solution hors du prix. Et là, ça va venir. Et ça aussi, le prix a substantiellement baissé. Il y a des solutions qui sont durables et qui sont là pour les gens sont intéressés. Donc, forte nécessité d'avoir cette visibilité économique. C'est vrai que moi, quand je rappelais ça hier dans un rendez-vous au ministère de l'Environnement, c'est au-delà d'avoir la visibilité sur les 40% en 2030. On n'a aucune visibilité de planification économique pour nos opérateurs. On sait qu'il faut attendre 40%. On sait qu'il faut à peu près 35 milliards d'investissements en PIB pour atteindre ce plan. Donc 35 milliards, il faut arriver à les qualifier. Sauf qu'on ne sait pas du tout comment faire. Un manque de visibilité, vraiment difficile pour nous de maintenir des filières, de structurer à la fois l'emploi et la formation des emplois qualifiés sur le niveau du monde. Ce que j'avais prévu avant de passer la parole à l'OMA, c'est d'abord de ressolliciter notre contact en visio, si tout se passe bien, par rapport à le syndicat des énergies renouvelables en France avec Cyril Carabeau, qui ayant entendu un petit peu ces différentes appréciations par rapport à nos filières, s'il pouvait après nous partager un petit peu comment le syndicat fait au niveau France dans les interactions avec EDF, avec l'ADEME, avec le ministère de l'Énergie, qui pourrait nous inspirer, nous aider à mieux structurer le demande, mieux structurer nos requêtes, et éventuellement aussi avoir davantage de réponses au niveau des autorités. Alors juste avant que Cyril réponde, s'il a bien entendu ma question, et si, contrairement à la première vidéo, les choses mieux fonctionnent maintenant, je suis censé lancer une toute petite vidéo, c'est la toute dernière qui a été faite par le syndicat des énergies renouvelables, et qui dit les ENR, c'est le bon sens. Donc, vous jouez sur le mot, la bonne direction, et le bon sens au sens intellectuel du terme. Allez, la seule vidéo passe. Je vais vraiment finir chanter aujourd'hui. Bon, j'ai chaque son. Mais vous pouvez la revoir, donc il aussi vous aide. C'est un petit clip qu'ils ont fait pour pouvoir justement dénoncer chacune des filières et de faire pour parler aux particuliers au sens large, mais aussi pouvoir justement interagir et avoir de l'influence sur les autorités.
pour l'emploi, pour l'économie, pour le territoire, pour le climat, et ça va très vite pour le fossile. Et donc vous retrouverez sur le compte YouTube du syndicat des énergies renouvelables, Cyril, ce type d'action, justement, comment on pourrait nous davantage s'en inspirer pour interagir sur Boris avec les autorités. Et le syndicat, justement, ça je vais lui parler d'une démonstration que vous avez faite sur l'impact des aménagements sur l'économie. Et je donne 5 petites minutes. Merci Cyril. Oui, merci. Je ne sais pas si tout fonctionne au technique. C'est très bien. Il y a une petite vidéo qui ne pas aujourd'hui, mais la vidéo, c'est très bien. D'accord, vous m'entendez bien? Allez. D'accord, parfait. Donc, si on avait la solution miracle, on ne serait pas là devant vous, hein, on serait peut-être en train de jouer au tennis ou autre. Pour faire un petit retour sur cette vidéo, on a, en tout cas en France métropolitaine pour l'instant, une cristallisation d'opposition de la part des concitoyens, de nos concitoyens, qui irriguent le discours politique, qui font en sorte que, malgré des objectifs très ambitieux qui ont été entérinés dans la loi, il y a un décret sorti en plein confinement en France au mois d'avril qui place la France sur le podium des marchés renouvelables où il fait bon investir. On se rend compte qu'on a régulièrement des à-coups, des croche-pattes, des attaques. Et c'est le cas en ce moment avec les discussions sur une potentielle rétroactivité sur des tarifs d'achat pour le solaire pré-2010, qui enverrait un signal catastrophique, qui mettrait en danger un certain nombre de projets, enverrait un signal catastrophique aux investisseurs et au secteur bancaire, hein, c'est revenir sur la parole de l'État. Donc on a une vision qui est potentiellement positive, inscrite dans la loi, mais on se rend compte que sur le terrain, c'est très compliqué de pouvoir atteindre ces objectifs et qu'on a sur le lien des oppositions locales qui se cristallisent, qui remontent au niveau des régions. Région, ça percole au niveau de nos députés et au plus haut sommet du gouvernement, puisque même le chef de l'État, dans un discours il y a quelques mois, a non pas mis en cause, mais a posé la question du développement des éoliennes terrestres en France, l'éolien qui est un des 3 piliers de la transition énergétique française. Donc, opposition locale sur un autre secteur, bioénergie qui est la méthanisation et le gaz, on a également des difficultés. Sur le solaire, des à-coups réglementaires. D'où cette campagne de communication à destination du grand public. C'est la première fois qu'on s'adresse au grand public. Nous, notre rôle historique, c'est de parler aux parlementaires, aux élus locaux, régionaux et aux ministères. Mais on s'est rendu compte, dans un contexte où la voix de nos concitoyens est de plus en plus prise en compte. On a eu l'épisode des Gilets jaunes, des systèmes de grève qui se sont enchaînés. On s'est rendu compte qu'il fallait, en parallèle de notre action historique envers les pouvoirs publics, également nous informer, nous sensibiliser, nos concitoyens, pour que la volonté de se tourner massivement vers le renouvelable, inscrite dans la loi, puisse se traduire en réalité et qu'ils se rendent compte des avantages intrinsèques de ces renouvelables à différents niveaux. Ce qu'on a essayé de faire également, c'est d'apporter la preuve, et ça vous le verrez dans les slides, d'apporter la preuve que le renouvelable rapporte plus à l'économie qu'il ne coûte. On a réalisé pendant un an avec l'aide de EY une étude sur la contribution des énergies renouvelables à l'économie nationale et au territoire,
qui démontrent que vous avez des slides, mais ce qui serait intéressant, c'est de passer directement sur le slide par euro investi, qui démontre que pour 1 euro investi, on a x2, voire x3 à certains horizons, en retour sur investissement. Et ça, c'est aussi pour contrer les attaques régulières qu'on a pu, nous, soit dans les discours avec les pouvoirs publics, quand on rencontrait un député, un ministre, etc., soit au travers d'articles de journaux télévisés ou pas, les attaques sur le coût du renouvelable. Le renouvelable c'est cher, le renouvelable ça attaque le budget d'État, le renouvelable ça crée pas d'emploi, le renouvelable ça crée pas d'industrie, tout ce qui est installé, l'éolien ou les panneaux solaires, ça vient en dehors du territoire français. Et donc, derrière, on a voulu, par cette étude, qui a duré 1 an, qui a demandé des moyens humains et financiers non négligeables, apporter la preuve que le renouvelable crée de la valeur ajoutée au niveau des territoires, non seulement nationalement, mais aussi localement, et que des communes ont pu, grâce au renouvelable, grâce à la fiscalité, grâce aux emplois directs et indirects créés, l'IRENA a fait des études sur l'emploi en lien avec le renouvelable, l'ADEME également qui est un partenaire, Michael, qui est un partenaire. Un travail, justement, c'est soit des problèmes un peu plus techniques comme l'éolien, etc. Des années, on se souvient avec la technologie, de montrer que derrière ces renouvelables peuvent permettre à certains territoires de revivre, de créer des infrastructures. On a des exemples concrets de villes, de villages qui, grâce à l'installation d'un parc éolien. Alors ça coupe un tout petit peu, Cyril, donc ce que je te propose, c'est de continuer ici le temps que ça stabilise à un niveau ou à un autre niveau. Mais l'essentiel était effectivement pour nous d'avoir dans cette course d'intervention, c'est effectivement cette étude que je vous avais présentée pour la préparation de l'événement. Et on se disait, et je pense ne pas dévoiler un grand secret là, c'est que le syndicat des énergies renouvelables se portait volontaire pour nous accompagner éventuellement dans une étude un peu similaire d'impact économique, en fait, filière par filière, dans un dialogue, on va dire, institutionnel entre Business Mauritius et l'OSR. Et Cyril, puisque les relations internationales, ça a été coupé, mais il disait Alliance solaire internationale, puisque le SER gère le secrétariat de l'Alliance solaire internationale aussi. Donc il y avait déjà un démarrage de consensus pour qu'on puisse travailler ce type d'éléments, à la fois en communication vers l'État, communication vers le consommateur, citoyen, mais avoir donc ce type de rendu qui pourrait être transposé à l'échelle de Maurice. C'est ce que je voulais avoir avec Cyril. Désolé, ça avait coupé un petit peu, donc je ça stabilise. Je te permets de repasser sur le sujet ici, dans la salle, sur le sujet maîtrise de la demande en énergie. Il nous reste 2 petites interventions qu'on va suivre sur le coup dans la salle. C'est Lauréat et Grégory, je peux laisser ta place à Emich qui va nous rejoindre maintenant. Emich de Rosy Transport. Ça laisse à Lauréat qui récupère le micro de calmer l'ingénierie et de pouvoir nous parler Ok, on a parlé des énergies renouvelables. Je sais tout à l'heure que la croissance de la demande en maîtrise d'énergie est, enfin, moi, à mon sens, pas pris en compte dans les stratégies de développement. Et au contraire, on se dit plus 2, plus 3% par an. Je pense que le bâtiment, avant de parler de l'industrie, mais le bâtiment a un vrai secteur où on pourrait avoir une transition énergétique accélérée. Effectivement, Michael, je pense que quand on parle de croissance dans la demande, c'est important aussi de développer des stratégies pour réduire sa consommation. Parce que c'est bien beau de produire de l'électricité, de produire des énergies renouvelables, etc. Mais revenir à la base, pour moi, c'est quelque chose qu'il faudra faire en parallèle en fait, des énergies renouvelables.
Donc juste comme on n'a pas beaucoup de temps, j'ai préparé une petite slide pour vous montrer que c'est quelque chose de facilement, que tout le monde peut faire chez soi en fait. Nous techniciens, si vous voulez, après on pourra discuter de la technique, mais là c'est pas le but. Nous techniciens du bâtiment, on sait que par exemple 60% des apports énergétiques thermiques dans un bâtiment passent par la toiture. Donc aujourd'hui à Maurice, on est dans un climat tropical humide et notre but principal c'est de se protéger du soleil, d'avoir moins chaud à l'intérieur du logement. Et donc quand on sait que 60% des apports énergétiques se fait par la toiture, c'est un bon sens pour moi de ne pas imposer l'isolation de la toiture de tous les bâtiments par exemple. Donc tout à l'heure je parlais de messages à passer au ministre, c'est dommage qu'ils ne soient pas là parce que moi je pense à une action concrète, c'est pourquoi ne pas imposer cette isolation dans tous les bâtiments neufs. C'est quelque chose qui ne coûte pas vraiment cher, qui peut se faire après coup, c'est pas parce que tout le monde va dire non, mais moi j'ai déjà construit ma maison, j'ai pas fait d'isolation. Mais en fait ça peut se faire après coup. Toi tu peux s'isoler après coup, profiter de refaire l'étanchéité de notre béton pour incorporer une isolation. En fait c'est des petits gestes qui permettent de réduire la consommation énergétique du bâtiment. Donc, tout à l'heure, je parlais des 60% qui rentrent par la toiture, il y a 20 à 30% qui rentrent par les parois verticales, les murs, la ventilation naturelle qui est quelque chose de très intéressant. Je peux vous dire que refaire toute l'isolation d'une maison, ça coûte beaucoup moins cher que toute votre facture d'électricité si vous climatisez votre bunker en béton 365 jours sur l'année. Donc aujourd'hui, pour revenir à ce que disait Prakash tout à l'heure, si je veux construire un bunker climatisé à Fricanflac toute l'année, il n'y a rien dans la réglementation qui m'en empêche, j'ai le droit de le faire. Par contre, si je veux construire une maison bien ventilée avec un système électrique solaire hybride, CEB et PV, et bien je suis dans l'illégalité. Donc il y a bien un problème. On a besoin de se poser ces bonnes questions. Voilà. Pour cette déclaration. On avait prévu de parler un peu plus en détail de l'efficacité énergétique, comme disait Romain, la partie technique, on peut très bien la voir autour du petit temps de collation cocktail, on va prévu juste après. On vous a laissé aussi quelques brochures si vous voulez entrer dans le détail de l'efficacité énergétique industrielle. On voulait vraiment davantage être focalisé aujourd'hui sur le renouvelable, mais on ne peut pas laisser passer les messages sur la demande. Il faut absolument travailler sur la demande et la réduire. Que ce soit dans la construction, mais aussi dans les procédés industrie tertiaire. Donc vous retrouverez des éléments de pratique aussi à la sortie. On a une niche avec nous qui voulait juste nous donner un débrief sur la mobilité électrique, qui est aussi une partie importante de cette transition énergétique, qu'elle soit électrique, qu'elle soit dite mobilité douce, mobilité hydrogène, écho avec ce que disait Olivier. Mais en tout cas, l'électrique, pour ceux qui étaient là en décembre l'année dernière, on avait fait un tour dans le bus électrique de transport, un tour dans les Belges, et on était déjà assez surpris de cette décision, cette volonté du groupe Rosy Transport d'aller de l'avant à Maurice, avec deux bus, si je ne me trompe pas. Et très rapidement, la ministre s'est proposée de nous donner quelques retours d'expérience chiffrée du groupe. If you want to speak English, you can speak English, even if you Bonjour à tous, et aujourd'hui je représente la compagnie de Rosy Transport. Je suis actuellement au job engineer, je suis Rosy Transport à côté de décembre 2019. Et Rosy Transport a fait acquis deux bus électriques en juin 2019. Et actuellement, les deux bus électriques ont une capacité de 126 kW et l'autre à 200 kW. Et maintenant, à travers les différents projets qu'on a chez Rosy Transport, on veut plus passer le message fort, haut et fort pour les autres compagnies aussi, pour avoir établir des projets comme Eben Cohawk, on a fait Eben Shuttle pour les bus électriques, et on a aussi le Boca Shuttle, on a fait des bus électriques aussi, très prochainement. Et c'est aussi
l'occasion pour faire la passion de charge aux compagnies de transport où ils doivent aller plus vers l'électrique. Vers le bus électrique. Parce que de nos jours, quand on voyage à Yvel ou à Corée, les bus ont énormément de fumée de nos jours. Et moi, c'est simple, essayer de prendre le bus électrique à côté de la femme. Merci beaucoup. Merci de l'échange. Si on peut juste avoir la fameuse salle avec des chiffres, du coup, je crois que je t'ai perturbé ma question au sens large, mais ces fameux résultats qui est, au-delà du fait qu'on avait déjà parlé ici en décembre, c'est pas aussi simple sur le cadre réglementaire déjà de faire rentrer ces deux bus, on a réussi. C'est pas aussi simple non plus sur le cadre réglementaire d'avoir un raccordement réseau CEB. Alors je tiens à signaler que c'est 100% électrique, mais c'est pas exactement 100% solaire. Il y a des contributions solaires sur le réseau électrique, sur une installation de. L'installation de 6 kW chez nous actuellement, à Rosy-François à Rosy. Et pendant 8 mois, les derniers 8 mois, on a fait un profit de 325 000 € environ, et à travers du CLP comparé avec les diesel. Et c'est des trajets? C'est des trajets Rosy pour lui. Donc on va bien remercier Annie pour ce témoignage. Si vous voulez récupérer les données, on ne fera pas une belle restitution sur le site web après, mais l'idée est vraiment bien de montrer à la fois l'élément de pouvoir démontrer la pionnière en la matière, malgré un cadre réglementaire pas forcément évident pour Rosy Transport qui a dû vraiment travailler avec la LTA, etc. pour faire rentrer les véhicules, les bus électriques, pardon. Et donc on voit qu'il y a un bien au-delà de simplement avoir la volonté de le faire. Et on considère aussi, nous, les business brochures, pour traiter cette thématique de mobilité, de continuer à travailler avec le ministère de l'Énergie qui avait mis en place un 10 years master plan sur la mobilité électrique, et notamment sur les véhicules électriques précisément. Le fameux 10 years master plan a été finalisé il y a presque un an, tout que plus d'un an maintenant. Et donc on aimerait pouvoir entrer dans la phase d'implémentation de cette roadmap pour une meilleure pénétration des véhicules électriques à l'e-voice et un cadre qui soit davantage propice à la fois réglementaire, incitatif. Je ne sais pas si au niveau du groupe Lille, tout aussi concessionnaire, vous avez dire un petit mot là-dessus. Oui, merci Michael. En parlant de la mobilité électrique, sachez que voilà, on n'avait pas grand-chose à faire, on a dû se réinventer. Tout comme cette année dans le Solaris, à trouver d'autres solutions, comment pour gagner faire tourner notre entreprise. Et nous, l'Énergie, on est venu sur le marché avec des véhicules électriques utilitaires. Sans compter que le couple a déjà plusieurs marques de véhicules électriques qui commencent à prendre son ampleur petit à petit, mais quand même, nous pensons beaucoup plus dans l'écosystème vert. On est venu avec la mobilité électrique utilitaire. Aujourd'hui, et je crois que mon ami de Rosy Transport a essayé de faire passer le message, et ça coûte parce que dans le véhicule électrique, c'est la batterie. La batterie qui coûte le plus cher. Et la batterie, aujourd'hui, on demande des autonomies au-delà de 200 kW pour pouvoir faire le tour 2 ou 3 fois ou 4 fois le parcours. Et nous, dans les véhicules utilitaires, nous sommes dans le même paramètre entre 200 km, nous, même 300 km d'autonomie, et avec des batteries qui ont des durées de vie jusqu'à 500 000 km. Donc, sachez 500 000 km dans un petit industriel comme l'île Maurice, on oublie l'aspect essence, diesel, tout ça. Mais tout ça, initialement, ça coûte. Mais quand même, nous aussi, on a fait l'effort, on a amené le véhicule électrique. Nous pensons qu'on a fait un travail qu'on va plus tard partager à travers notre association aussi.
il y a la possibilité d'avoir l'énergie solaire pour alimenter ces véhicules-là. Il n'y a pas lieu d'avoir des grosses installations. Chacun peut avoir son kit de 5 kW. Celui qui achète un véhicule électrique, il peut bien avoir automatiquement un kit de 5 kW pour alimenter son véhicule et il aura même un circuit qu'il puisse revendre sur le réseau. Et en faisant cela, ça lui permet de réduire son coût en dessous de 2 roupies le kilomètre. Donc, c'est du concret, c'est du possible. On est en train de le faire, en train de proposer ça à nos clients. Mais je pense que la mobilité électrique, ça a une grande part dans notre écosystème vert parce qu'il n'y a pas que les autobus qui polluent, il y a toute cette flotte de véhicules des sociétés, des entreprises, du privé qui sont là en train de polluer aussi. Merci pour ces notes. Je dois ajouter que le poste pour les SLF et le RHC, les élus locaux et le RHC, c'est à Saint-Louis, c'est à Dijon-Louis, Port-de-Mer, et les bus électriques, c'est à Carouille, Port-de-Mer. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette expérience, n'hésitez pas à contacter Amélie juste après. Moi, je pense que je ne peux pas terminer ce sujet mobilité électrique sans poser des questions justement à Cyril. J'espère que la connexion est bonne et ça passe. C'est ce qu'a fait Olivier dans sa digression tout à l'heure en nous parlant d'hydrogène, d'un autre vecteur d'énergie. Je pense que Cyril, il y a tout ce plan hydrogène, à la fois le plan européen mais aussi au niveau de France. Moi, d'après les derniers cours avant de finir mon parcours d'ingénieur, on m'a simplement dit que si on a de l'eau et une source d'énergie, on peut faire de l'hydrogène. A priori, on va avoir les deux Maurice, en plus on va faire de l'hydrogène vert. Alors, je ne sais pas si Cyril pourrait nous dire quelques mots sur ce vecteur d'énergie. Est-ce que le syndicat s'en intéresse? Est-ce qu'il y a eu un plan de développement autour de ça? Ou est-ce qu'on va envisager une filière, et je regarde aussi les amis industriels dans la salle, une filière hydrogène à l'île Maurice? Alors, sur l'hydrogène, on vient de se saisir du sujet, tout simplement parce qu'il y a quelques milliards qui ont été débloqués, ou qui seront débloqués au niveau français sur cette filière, qu'on a des entreprises qui se positionnent sur la production d'hydrogène vert, notamment sur les territoires insulaires, parce que l'économie est là, l'économie en termes de compétitivité, en tout cas de débouché. Alors, c'est peut-être pas pour demain, mais pour pouvoir complémenter ou compenser la variabilité du renouvelable, l'hydrogène est une solution idéale. Et l'hydrogène vert, je précise bien, donc à partir de renouvelable, et s'inscrit complètement dans cette vision de décarbonation totale et d'autonomie énergétique. Moi, je réitère qu'il y a des études, notamment réalisées par l'ADEME, qui ont drivé nos programmations pluriannuelles de l'énergie sur nos territoires insulaires, qui montrent qu'une autonomie énergétique, à partir des qualités intrinsèques que les différents intervenants ont souligné aujourd'hui, entre l'énergie, la bagasse, l'éolien terrestre, l'éolien offshore, le solaire, la méthanisation, l'hydrogène, du stockage. Il est possible d'avoir ce 100% renouvelable. Il faut juste derrière qu'il y ait une volonté des acteurs de pouvoir le faire et des paliers de transition. Donc l'hydrogène, oui, peut-être pas pour demain, peut-être pour après-demain, mais il faut commencer à travailler comme on a pu le faire sur d'autres technologies, stockage solaire, afin de faire baisser les coûts et qu'on arrive à des solutions qui soient compétitives et derrière ça puisse être adopté, ou en tout cas dans le radar des gouvernements. Donc oui, l'hydrogène vert, et oui, doublement oui, ça fait sens, notamment pour les territoires insulaires qui ont des coûts de production d'électricité relativement élevés. Merci
cette intervention. Et donc, avant de passer peut-être à un message, si j'ai des questions, juste pour synthétiser un peu ce que moi, du coup, je vais devoir faire entre 22h tout à l'heure et petit matin, c'est de condenser un petit peu le propos et pour pouvoir formuler ça comme on dit. Si Charman disait on pourrait très bien avoir une position paper qu'on remettrait à différents ministères, mais aussi à différents partenaires internationaux qui sont engagés à l'IMORIS sur cette dynamique de transition énergétique. Et je pense qu'au-delà du cadre réglementaire sur la mobilité, on a un vrai sujet de l'hydrogène comme un vecteur de l'énergie, autre qui permettrait à la fois au transport, mais je pense beaucoup aussi à l'industrie, au secteur industriel de l'IMORIS, d'avoir du coup un autre vecteur pour pouvoir garantir sa compétitivité et baisser ses coûts de production. Je pense que là, on a un vrai sujet de filière à créer, contrairement à celles qui sont existantes, qui synthétiquement, on me dit on est en retard, on a faim, il faut plus de réglementation, plus d'incitation et une bonne rémunération pour la partie biomasse. Je pense qu'on a un bon message à passer aussi sur des filières innovantes telles que l'hydrogène dans notre document vers le ministère. Est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient intervenir? On est à 17h et j'ai une intervention. Je crois que j'ai un petit micro quelque part. Oui, merci. Juste se présenter et succinctement faire le commentaire ou la question. Oui, juste un petit complément sur l'hydrogène. Je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois un bateau qui s'appelle Race for Water, c'est facile d'aller voir ça sur Internet, qui est en train de finir son deuxième tour du monde et qui est actionné par uniquement par deux sources d'énergie. Une, c'est une voile, donc sous forme de kite, on parle de kite certainement dans les bientôt, et l'autre, c'est les panneaux solaires. Et il a deux formes de stockage. Une, c'est 8 tonnes de batterie ion-lithium, et puis c'est 3 réservoirs de 300 litres d'hydrogène. Avec les batteries, le bateau peut fonctionner pendant à peu près une journée et demie, et avec l'hydrogène, il fonctionne pendant une semaine. Donc le bateau va venir en pleine sèche, ils vont enlever le lithium, ils vont enlever les batteries, et ils vont mettre que l'hydrogène. Tout ça pour dire que ce bateau, c'est comme il est en train de finir son deuxième tour du monde, il ne marche uniquement avec des énergies renouvelables et du stockage, il va faire uniquement du stockage d'hydrogène. Voilà. Et j'espère qu'il passera un moteur dans les sons. Retenez ce nom, Race for Water, et voilà. Merci. On en vient ici. Merci pour la belle histoire. Est-ce que vous avez d'autres points de commentaire ou d'intervention? Oui. Thomas, comme tout le monde. Oui, Thomas Krimmel de la GIZ, la Corporation allemande. Juste un mot de caution pour l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un grand mot pour les énergies renouvelables en Europe, mais c'est important surtout pas pour les voitures ou pour les besoins d'une île comme Maurice. C'est pour les bateaux, les grands bateaux, Bacascio par exemple, ou les avions. Et là, bien sûr, le potentiel éolien ici, ça pourrait vraiment être un fournisseur pour ces énergies-là. Mais l'énergie qu'on a besoin de ici sur l'île, l'électricité, là, il nous faut avancer avec les énergies renouvelables et le lien, c'est le stockage parmi les batteries lithium-ion. Parce que pour l'hydrogène, il faut avoir 5 fois l'énergie utilisable en comparaison avec l'énergie directement utilisée. Avec les distances qu'on a ici, même avec une petite voiture, ça me suffit avec les batteries. L'élément qui n'est pas encore mentionné dans cette discussion-là, c'est la combinaison entre la mobilité électrique et le stockage pour les énergies renouvelables. Et ça va être un lien important que pour l'instant le ministère ignore. Ils sont responsables pour l'électricité, ils sont responsables aussi pour la mobilité électrique, mais ils ne voient pas que c'est vraiment, pour eux c'est une compétition. Bien sûr, si on laisse ça, tout le monde rentre le soir et injecte dans le réseau, bien sûr c'est un problème. S'il y a des smart solutions pour ça,
pour encourager les gens seulement de charger leur voiture électrique pendant les heures creuses ou pendant les heures où il y a beaucoup d'énergie solaire ou du vent. Là, il n'y a plus de problème. Et deuxième phase, ça serait vraiment d'utiliser les batteries des voitures électriques pour alimenter les maisons et même le réseau. Et ça va avoir tellement un bénéfice pour Maurice. C'est ce qu'il faut développer. C'est pour ça qu'il faut voir les deux ensemble. Merci. Merci de cette précision. Et monsieur. J'attends pour le magazine Éco-Austral. En fait, j'ai une petite question au représentant de Valteo à propos de la bagasse. On a bien compris que l'avenir de la filière dépend de sa rémunération. Comment on va faire en fait pour mieux la rémunérer alors que la filière est en difficulté, comme on le sait. Et parallèlement, une autre question qui concerne aussi la canne, puisque au moment où nous parlons, on voit du fumet partout. Alors c'est un petit peu naïf parce que je connais pas du tout les productions. Et pourquoi cette paille brûle-t-elle dans les champs et pourquoi pas dans les chaudières, tout simplement? On commence par la deuxième, c'est simple à répondre. Déjà, les feux qu'on voit, les feux de canne, déjà c'est pas légal. Donc, voilà. Et puis, la première question par rapport à la sustainability de la filière canne Maurice. Donc, en 2017, le prix du sucre s'est écrasé. On avait des prix préférentiels avec l'Europe, donc aujourd'hui on est sur un marché mondial. Ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est une rémunération pour la bagasse comme combustible vert. Jusqu'à présent, la bagasse n'est pas rémunérée comme un combustible. Elle est envoyée dans les centrales gratuitement et fait de l'électricité extrêmement bon marché pour la CEB et pour les nourrices. Ça fait 20 ans qu'on produit comme ça. Et il y a 20 ans, la bagasse était considérée comme un waste. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'elle a une valeur calorifique et qu'elle permet de produire 70% des énergies renouvelables sur l'île. Il faut voir la comparer à d'autres énergies fossiles en termes de valeur calorifique et la rémunérer en tant que combustible vert. Si demain l'industrie carnière disparaissait, ce serait 300 gigawattheures d'énergie verte qui disparaîtrait. Elle serait remplacée par de l'huile lourde, charbon, je ne pense pas trop, puisque les centrales existantes qui brûlent le bagasse charbon ont des licences et IAE pour les bagages charbon. Donc, le passer à 100% charbon azuréen pour faire le IAE. Il y a un précédent qui est le projet City Power 100% charbon que le peuple mauricien a rejeté. Je vois mal une centrale à 100% charbon avoir des permis pour opérer aujourd'hui. Et puis, je crois que le gouvernement mauricien n'a pas pris clairement, le gouvernement demande à réduire la consommation de charbon. Les groupes comme Albio ne veulent pas faire plus de charbon. Donc clairement, une centrale à charbon ne fait pas 100% charbon. Donc l'énergie par gaz, si elle disparaissait, serait fait à partir de l'huile lourde. Donc aujourd'hui, on est en train de dire, si pour faire de cette énergie, si une énergie par gaz disparaissait, il faudrait payer tant pour faire l'énergie avec de l'huile lourde ou d'autres énergies fossiles. Donc rémunérer cette bagasse comme il se doit, et ça aidera énormément la filière canne, parce que ça représente un
bonne rémunération. Et puis pour revenir sur la paille, en fait, on produit actuellement donc une dizaine de gigawattheures avec la paille par année. Mais en fait, ça nécessite des investissements lourds et actuellement, on produit cette électricité à base de paille à perte, hein, puisque le CEP nous achète la paille à un prix moindre que le charbon, alors que bien sûr, c'est un coût beaucoup plus élevé. Hein, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnel, il y a des investissements lourds, des heures, etc. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de paille qui restent dans les champs actuellement. Alors, on passe la parole à Irfan, qui veut aussi intervenir dans une question complémentaire. Donc, je rappelle aussi que c'est une source renouvelable de notre mix, qui est une source d'énergie de base. Tout ce qu'on a pu avoir sur le solaire au l'éolien, mais en même temps, on a vraiment une source renouvelable et de base. Vas-y. Pour ceux qui s'occupent de la régie, c'est à l'extrême gauche, droite pour vous, peut-être la régie. Mais voilà, c'est le bord parfait. Vas-y. Merci, et je suis Yapan, je passe déjà sur la discussion sur la risque. Donc, ma première question, est-ce qu'il y aurait quelqu'un du CEB ou quelqu'un du CEB ou du ministère des Énergies qui est là dans cette salle? À ma connaissance, visuellement, non. Parce que j'ai fait un scanning. Voilà. Et pour répondre à la question sous-entendue, au-delà du ministre, nous avons souhaité inviter une personne du ministère et aussi du CEB, le chairman, le nouveau général manager et d'autres représentants, sans même intervenir, hein, juste pour nous citer exactement, c'était la requête faite. Donc ils nous entendent. Ils pourront réécouter, on va regarder. Mais nous, on les a conviés à venir. Donc déjà, ça dit beaucoup de choses là. On est en train de parler de transition énergétique. Et il n'y a pas d'alignement entre les autorités ou le gouvernement et le secteur privé. Donc c'est pas de bonne augure. C'est pour ça qu'on parle de transition ou des énergies renouvelables depuis 2010. Et on aurait aimé voir un peu par rapport à nos objectifs de 2025 ou 35 et 40, où on en est par rapport à ça. Et si on est pas comprendre qu'on est très loin de l'objectif, et qu'est-ce qu'on fait pour rattraper cet objectif? Et au moins, si on est atteint des rues sont outils et sont faits, donc il y a une déconnexion totale. C'est vraiment désolant de le dire, donc le mot qui a, on parle de vous et puis il fait peu. Donc c'est dommage. 10 ans de travail comme Marc a dit, donc on est là, on est dans le secteur, mais on va rien venir. Il y a un vrai risque d'effondrement, là je parle de ce mot-là, c'est-à-dire qu'on a un objectif de transition énergétique, économique du cycle de carbone économique. Est-ce qu'il y a un vrai risque, au-delà du risque gaz, solaire et éolien, de se dire allez on arrête tout parce qu'on n'a plus. On va pas arrêter, mais on va pas arrêter à Maurice. Ah, on va arrêter à Maurice. On va pas dire non, on arrête à cause qu'il y a tous ces problèmes qu'on connaît, mais on va chercher ailleurs. Et sur les marques Maurice, donc on a parlé beaucoup de cette autonomie alimentaire, donc tout le monde parle de ça. Donc bientôt on aura probablement besoin de parler de sécurité énergétique. Il y a plein de choses d'énergie à Maurice renouvelables. Et donc je crois qu'on a vraiment le moyen, la compétence. Mais c'est dommage. Donc c'est un cri de cœur, mais j'espère que les gens qui vont écouter YouTube, ils vont l'entendre. Je vais retranscrire aussi les cris du cœur dans les notes, mais effectivement on pourra regarder si on peut. Je voulais juste dire que c'est tout à fait vrai ce que vous dites, mais quand même donner un message d'espoir. C'est rien n'est perdu. 2025 c'est dans 5 ans. Et le gap qu'il y a entre l'objectif de 35% et ce qu'on a aujourd'hui, si on s'y met vite, tous ensemble, qu'on fait ce qu'il faut, lancer des tenders, décider des schemes et qu'on va de l'avant, on peut encore tenir l'objectif de 2025. Croyez-moi, c'est possible. Mais il faut bien sûr que tout le monde soit autour de la table. Voilà. Exactement. Je veux dire, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. On a le secteur privé qui est là, qui est disposé à donner son temps, à donner une expertise,
Maintenant, c'est la volonté politique. Pour moi, il n'y a que ce point-là qui bloque. Si, avant, il y avait deux interventions. Oui, ici. Je donne la parole. Bonjour à tous, merci d'intervenir premièrement. On a beaucoup parlé, notamment internationalement, sur les objectifs UNIX des énergies. On va parler de ce chiffre de 40% à l'horizon 2035 ou 40. 30. Je ne sais pas quand il avait été choisi, mais est-ce que je vois un autre objectif sur cet objectif justement? Est-ce que 40% c'est beaucoup? C'est pas beaucoup? Est-ce qu'on aurait fait plus ambitieux? On a pris du retard déjà sur l'objectif de 40%. Comment est-ce qu'on peut-être se place par rapport aux autres pays par rapport à cet objectif? En perspective, ce que je peux dire, c'est que l'énergie environnement a été fixé en août 2019, avec cet objectif de 2030, 40%. Ça a été repris dans le budget qu'on a entendu en juin. Et que très certainement, nous, en tant que club, quand on se dit club de transition énergétique, on échange avec un syndicat des énergeurs en France, on a effectivement en perspective, au-delà de se retrouver ici, d'échanger, de discuter là comme ça, c'est de davantage structurer notre propre filière, d'avoir ce type de communication, ce type d'études, qu'on peut du coup mener, si la volonté politique ne nous aide pas à mener cette étude-là, de se dire au-delà de 40, si Ricardo rappelait tout à l'heure, est-ce que le 100% c'est tout à fait possible, et je crois que l'ADEME l'a fait, l'a démontré en France, donc d'avoir davantage d'ambition dans cette transition énergétique que juste le chiffre de 40%. Pour répondre au processus, à la question par rapport au processus, c'est un roadmap qui a été délivré par le ministère. Sans consultation, on va dire, d'avoir ce que les filières en pensent, moi je dis n'importe quoi là, mais en 2019, on a vu un roadmap comme ça. Et donc, est-ce qu'il y a une réponse filière par rapport à ça, ou est-ce que je peux solliciter quelqu'un que j'aimerais bien faire Oui, alors moi, quand j'entends la CEB parler du renouvelable, ils disent que le gros souci c'est le réseau mauricien qui n'est pas prêt à prendre plus de renouvelable. Enfin, spécifiquement le photovoltaïque et l'éolien qui est mis dans le réseau n'est pas assez solide, je crois, extrêmement technique. Je sais qu'il y a eu des appels d'offres qui sont sortis pour les grosses batteries dans différentes sous-stations. Ouais, je ne sais pas où ça en est, ça tarde peut-être, mais on peut vouloir faire beaucoup de choses dans le privé, mais si le réseau du pays n'est effectivement pas prêt, on n'avancera pas. Donc c'est là où il faut travailler dur et avancer. Comme on disait, je crois que le côté SSD, SDG, ça fait 18 mois qu'il n'y a rien. Le côté appel d'offres des grosses centrales solaires depuis 2016. Le dernier appel d'offres, ça date de 2016, donc c'était 4 ans. Éolien, on n'en parle pas. Donc, rien ne bouge. Ok. Donc, il y a effectivement ce message-là. Je pense qu'il y a un vrai sujet aussi de juste milieu dans la transition énergétique entre de la production centralisée, de la production décentralisée, gérer la consommation. Quand on parle de réseau, je pense qu'il y a aussi des micro-grids et des smart grids qui vont se développer pour pouvoir mieux donner de flexibilité à ce type de soucis que pourrait avoir un réseau totalement centralisé qui, du coup, nous annonce des limites de pénétration de renouvelables. Je pense qu'il y a aussi ça, à notre perspective, la place justement aussi du consommateur dans cette transition énergétique pour avoir une transition un peu plus participative, une transition un peu plus inclusive et une démocratisation, si je peux utiliser le mot ainsi, de la production et de la consommation d'énergie. En ce sens, avant de donner la parole du côté droit, je vais juste solliciter une intervention qu'on a un représentant de l'Agence française de développement avec nous, Nicolas, les aides. On commence de par le financement avec vous, par SAMREF, je pense que vous avez de ce côté. Si j'ai une question à poser, on a
s'améliorer entre institutions publiques et institutions privées? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi à faire dans le contexte de ce qu'on a pu voir et entendre il y a quelques semaines, la signature de ce prêt contingence avec les ministres de l'État et des contreparties de ce prêt? Si je peux être debout, ça nous aiderait. Très rapidement. Oui, nous, à l'Agence de développement, on a octroyé un prêt de 300 millions d'euros au gouvernement mauricien, qui s'appelle la France en réalité, qui transite par l'AFD avec 4 piliers de coopération technique avec le ministère de la Santé, post-Covid, avec le ministère de la Protection sociale, un renforcement du système d'assistance sociale et de sécurité sociale, en prévision du tsunami social qui se prépare. Une coopération technique avec le ministère des Finances sur le verdissement de la gestion des finances publiques, et donc l'intégration des enjeux de changement climatique et d'environnement au ministère des Finances. Et puis un quatrième pôle d'assistance technique avec le ministère de l'Environnement pour la construction de stratégies de décarbonation et de résilience à long terme. Donc en visant un horizon 2050, on va aller au-delà de l'objectif 2030 de la contribution nationale révisée, là, qui fait actuellement l'objet d'un travail pour rehausser l'ambition de l'Église. On s'inscrit dans le cadre évidemment du vote du Climate Change Bill au Parlement d'ici un mois. Et on va engager un travail avec l'ensemble des ministères des secteurs les plus émetteurs. On va se concentrer sur les 2-3 secteurs les plus émetteurs de Maurice, et puis on va se concentrer sur les 2-3 secteurs qui ont le plus gros problème de résilience à long terme. Voilà. L'objectif, ce sera d'accorder les cibles de court terme avec des engagements ambitieux de long terme, en évitant le risque que des solutions qui nous permettent des gains incrémentaux à horizon 2025 ou 2030, en fait, nous bloquent après sur des technologies ou des infrastructures qui nous coûteraient très cher, mais qui en réalité, derrière, nous bloqueraient pour poursuivre les progrès. C'est très important d'avoir du coup cet objectif de long terme pour être sûr qu'on est bien en route vers une économie résiliente dans un monde à 2 degrés idéalement, mais qui se prépare aussi au cas où le monde ne serait pas un monde à 2 degrés. Donc il faut être sur des no regrets. Et de ce point de vue-là, je tiens encore une fois à saluer l'engagement de Business Mauritius et tous les membres de Business Mauritius qui font un travail assez impressionnant. Je pense que le gouvernement mauricien a beaucoup de chance en fait, d'avoir un secteur privé qui a envie de se bouger autant que le secteur privé mauricien. Et j'espère, et on va tout faire pour que le dialogue s'établisse ou se renoue à notre niveau. Ce qui pourrait être utile au niveau de ces solutions, on parlait tout à l'heure d'études. Je dirais que plus qu'une étude qui démontre que investir 1 roupie dans le solaire, ça rapporte 2 roupies de valeur ajoutée, je dirais que ce qui peut être convaincant pour les décideurs publics à un moment où les roupies vont se faire rares, voire très rares, ça serait de les aider à faire des arbitrages. C'est-à-dire que le raisonnement serait plutôt si j'ai 1 roupie à investir, où est-ce qu'il est le plus rentable de l'investir? D'accord? Parce que là, on a parlé de beaucoup de solutions différentes. Aujourd'hui, moi, si je suis ministre des Finances, je suis perdu. Est-ce que je dois faire de l'onshore, de l'éolien onshore? Est-ce que je dois faire de l'efficacité énergétique des bâtiments? Est-ce que je dois investir dans la flotte électrique, de bus électriques? Dans quoi je dois investir? Sachant que les roupies sont... Quand bien même, je serais sensibilisé aux problèmes. Hein. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment un problème d'arbitrage et de priorisation, et donc il faut qu'on travaille aussi sur ces ordres de grandeur, c'est-à-dire quels sont les problèmes de premier ordre, quels sont les problèmes de second ordre, et du coup, quelles sont les solutions de premier ordre et quelles sont les solutions de second ordre. Ouais. Voilà. Merci. Et on peut, après, imaginer un programme d'optimisation sur, on a évoqué la balance des paiements, ce qui nous permet d'économiser des importations, donc d'être un peu plus résilient aux importations de fossiles. On peut imaginer évidemment les emplois, le potentiel de création d'emplois, évidemment la réduction de gaz à effet de serre. Bon, voilà, on peut se fixer un certain nombre de critères, et puis en fonction de ça, et un horizon, donc ça sera pas, on n'aura pas le même programme selon qu'on vise à optimiser horizon 2025 ou horizon 2040 ou 2050. Voilà. Et en fonction de ça, là, on peut avoir quelque chose qui peut être assez convaincant, je pense, pour revenir vers le gouvernement. Très bien. Merci pour les quelques mots facteurs aussi sur le business Mauritius. Et je retiens surtout le fait qu'on a des portes, des possibilités dans le monde,
réserve qui manquait, et qui nous permettrait aussi de pouvoir passer nos suggestions et nos remarques et aboutir vers une prioritisation des sujets secteurs, filières, qui pourraient mieux nous aider dans la planification économique. Donc un point à retenir et à creuser aussi avec les agences de développement et les différentes parties prenantes qui sont ici. Est-ce que je te donne la dernière intervention? Parce que j'avais dit 17h et je vois que les gens restent et ça m'impressionne qu'on peut rester encore, hein, si vous voulez. Donc, vous avez juste prévu un petit package afterwork après, donc si l'ambiance est bonne, on reste. Oui, alors je voulais juste partager une information concernant la nouvelle loi de changement climatique qui va être votée. Et j'invite tout le monde à aller regarder le draft d'ébauche qui est sur le website du Parlement, National Assembly. Donc il y a des choses qui sont très bien, on a une loi. Il y a des choses qui sont très bien, on a des comités interministériels, donc on ne va plus avoir ce foutu problème d'avoir des ministères qui travaillent en silo. Donc on aura un grand comité suprême chair par le Prime Minister avec des autres ministres. Donc il y aura donc des prises de décision. Le ministère de l'Énergie, par exemple, ne pourra pas faire comme si la sourde oreille. Il y aura donc un arbitrage. Il y aura un comité en dessous du comité interministériel qui va rencontrer de manière beaucoup plus régulière. Par contre, là, ce qui m'inquiète, c'est que sur ce comité, qui représente à peu près 30 membres, il y a 28 qui sont des représentants des ministères et services publics. Il y en a 2, un pour les ONG, un pour le secteur privé. Génial. Donc, c'est très bien que le secteur privé mauricien se bouge, soit dynamique, rempli d'idées. Mais si après, dans la chambre où se prend une décision, on ne laisse rentrer une seule personne, et que cette personne ait affaire à 26 de l'État, ça va être compliqué. En plus, il n'y a personne de la communauté scientifique. Il n'y a pas un représentant du monde académique. Je trouve ça énorme. Énorme. Le changement climatique, si vous n'avez pas les scientifiques avec vous, monsieur de la dernière parlé de l'arbitrage, c'est sur la base des données scientifiques. Evidence-based decisions, c'est le grand problème de Maurice. The opinion of the minister. Hein? Ça, c'est le grand truc, ça. Moi, je crois que. Non, on va voir ce que les données disent. Donc, je pense que ce serait bien que tout le monde puisse prendre connaissance. C'est bien qu'on ait une loi, c'est bien qu'on n'aura plus les ministères en silo, mais avoir un débat régulier avec les policy makers, avec les représentants, parce que la société civile, il y a des spécialistes de la BGST marine, de la BGST terrestre, du recyclage, il faut que tout le monde soit là sur cette table. Les spécialistes du transport, les spécialistes de l'agriculture, du bâtiment, tout le monde doit être là, parce que le changement climatique, c'est une réponse transversale. On ne peut pas avoir un super Michael, aussi super soit-il, et ainsi qu'il soit là, qui va pouvoir, à lui tout seul, passer le discours à 26 représentants de l'État. Donc je crois qu'il y a un gros problème avec cette structure législative qui se met en place. Et je ne sais pas s'il est encore possible, peut-être l'AFD, Business Mauritius, peut-être comprendre à nos chers dirigeants qu'il faut avoir un vrai dialogue officiel, organisé, avec une diversité de représentants du monde, de la société civile et du secteur privé. Merci. Le paragraphe process de la mise en œuvre de ce plan de décarbonation, bien pris en compte. Je n'avais pas nouvelle de cette proposition-là. On avait donné nos commentaires sur un draft bill quelques mois auparavant, mais pas dans cette version. Est-ce que vous m'autorisez à commencer à faire des remerciements et diriger gentiment vers le petit cocktail afterwork qu'on a prévu? J'ai pas d'objection majeure. Jean-Luc a dit Cyril, si tu nous entends toujours, merci beaucoup de ta contribution à nos travaux. Je sais que dans les préparations, j'avais demandé juste avant, tu souhaitais pouvoir nous accompagner sur la durée aussi. Et je crois que ce que Nicolas nous a proposé aussi comme perspective, il y aurait
éventuellement, moi j'appelle ça du peer-to-peer review entre un club de l'énergie ici, les associations pour la part des syndicats, et un syndicat des énergies en France. Donc Cyril, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux dire en 30 secondes un petit mot avant de quitter, et qu'on clôture. Je voulais juste vas-y. vous remercier aussi et puis dire qu'effectivement c'est une collaboration qui s'inscrit dans la durée et que nos actions sur nos régions, qu'on appelle les régions ultramarines, peuvent aussi, comme il y a des collaborations avec la Réunion, peuvent aussi nous servir mutuellement à faire avancer la cause dans nos zones non interconnectées. Donc, encore merci pour l'invitation. Bon apéro. Je serai présent, j'espère, la prochaine fois. Et bonne continuation. Super. Merci à toi. Et effectivement, tu as avec plaisir. Pour l'apéro qui se veut ici un apéro non alcoolisé, qui se trouve plus de rien dans un bâtiment à moitié, comment dire ça, bâtiment tertiaire académique. Vous comprendrez que je ne peux pas vous servir d'alcool ici. Donc on fera ça ultérieurement en fin d'année. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés dans la phase de mise en œuvre, mes deux collègues Villa et Kili qui nous ont joué un excellent coup de main et qui nous ont envoyé les invitations. Merci à tous nos intervenants filière par filière. Si vous avez quelque chose à dire dans chacune de ces filières, au lieu d'appeler un super Michael si super que je sois, contactez ces personnes, ça m'aidera à pouvoir multiplier les efforts et ils remonteront vers nous, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça remontera jusqu'au conseil d'administration du business recherche, puisqu'on a notre référent absent aujourd'hui, avec toutes ces excuses de notre site Charma qui pourra reprendre ça aussi. Nous, on s'engage à pouvoir retranscrire et ramener la discussion aux autorités publiques. Je pense avoir remercié tout le monde. Est-ce que Kili, tu voudrais juste passer ce dernier petit message? Ouais? Allez. C'est un message positif qui concerne la jeunesse. Vas-y, j'attends juste que tu parles. Nous souhaitons faire des journées portes ouvertes des énergies renouvelables bientôt avec 10 écoles, dont 10 sites, notamment éoliennes, solaires PV et biomasse. Le but est de sensibiliser les jeunes de la jeune génération à focaliser sur leur carrière ou même se diriger vers le développement durable. Nous avons actuellement le projet dont nous n'avons pas de date exacte, mais avec la collaboration d'EcoSchool et de la British High Commission, nous faisons un appel à sponsors pour le projet qui arrive prochainement. Merci. Merci Kili. Alors, je voulais juste revoir ce logo de projet qu'on vous présente aujourd'hui. C'est aussi l'un de nos engagements dans Signature de pouvoir avoir un impact vers la jeunesse. Et donc, on avait prévu de le faire fin mars. Je vais vous dire pourquoi on l'a fait. Et là, c'est super intéressant de le faire pendant qu'on est en période de coupe. Moi, je regarde les amis sucriers, mais si on visite les centrales aujourd'hui, il y a la bagasse. Et donc, on essaye de voir avec EcoSchool et le ministère de l'Éducation si on peut avoir des dates à mettre dans ce petit champ de date ici. Mais, au risque de le faire au premier trimestre, on ne sait pas trop encore, de 2021. Et donc on a déjà sécurisé un financement auprès du British High Commission, comme disait Kelly, qui est notre collègue à Business Recherche, on ne s'est pas présenté, c'est notre collègue. Et donc c'est un sujet qui nous tient à cœur, qu'on n'a pas pu faire, et qu'on aimerait vraiment faire. Et on souhaiterait, mis à part le fait que les entreprises qui ont déjà dit oui, on va ouvrir les portes, vous comprenez qu'il y a un petit sujet logistique pour déplacer les jeunes. Et c'est pas grand chose, sans dévoiler de grande confidentialité. Le British High Commission nous a déjà fait un don de 100 000 roupies, et je crois qu'il nous manque entre 100 et 150 000 roupies à contribuer pour arriver à mettre en œuvre cette première édition des journées portes ouvertes des énergies renouvelables à l'Île Maurice.